La délinquance au féminin, hystérie ou injonction sociale. En introduisant le thème des conférences de cette année, Roland Chemama avait indiqué que lorsqu'il s'est agi de présenter notre monde, c'est le thème de la perversion qui a paru aux membres de la commission des enseignements pertinents, ce qui a conduit à l'intituler Perversion ou quoi. Le thème de la délinquance au féminin que je vais aborder aujourd'hui se situe-t-il en outsider de cet axe, ou faut-il saluer la perspicacité de cette commission qui me fait parler des femmes plongées dans la perversion commune aujourd'hui? Pour nous, analystes, aborder le malaise dans la culture ou la civilisation, c'est appréhender le monde à travers ses symptômes, ce qui, bien entendu, nous limite grandement, en sachant que toute société construit ses modèles d'aliénation articulés à ses idéaux positivés et injonctifs. On pourrait aujourd'hui en donner l'énoncé suivant: liberté, égalité et primat de la science. C'est au cours d'un travail que j'ai poursuivi à MC-Psy-EPEP sur ce thème et également dans les séminaires organisés par le département de travail social que m'est apparue la nécessité de prendre en considération un symptôme qu'on étiquera comme social, dans le sens où il est à l'articulation entre le sujet et la collectivité, la délinquance au féminin. Il semble bien que la délinquance au féminin connaisse partout une extension qui met en évidence les données de statistiques publiées par l'Observatoire national de la délinquance et que confirment les pédopsychiatres, les pédiatres, les travailleurs sociaux, les personnels de justice ou les médecins généralistes. De cette extension, nous aurons nous-mêmes à en préciser le champ. Un sociologue américain écrivait que la délinquance masculine s'étouffe et la délinquance féminine prend le relais. Et c'est certainement ce qu'il appelle ce relais que je vais interroger plus avant avec les catégories qui sont les nôtres. J'ai nommé ce travail la délinquance au féminin et cet O est effectivement l'axe de nos travail parce qu'il n'est pas le pendant symétrique de la délinquance masculine, même si la phénoménologie mimétique garçonnière, qui n'a d'ailleurs pas été interrogée, nous porterait parfois à le croire. Tout mon propos vise à le démontrer. Alors, qu'appelle-t-on délinquance? La délinquance consiste en un franchissement des limites et répond à un défaut de symbolisation dans la mise en place d'une limite. Quand on parle de délinquance, on parle de normes et de limites. Cela nous oblige à une réflexion dont la complexité est évidente. La mise en place d'une limite, c'est là où d'emblée le bas blesse du côté des femmes. Car si la délinquance masculine est en lien avec un défaut d'accès au phallus, qu'il faut aussi aujourd'hui compléter par toute l'évolution toxicomaniaque de notre société, la position féminine n'est, contrairement peut-être aux apparences, aucunement symétrique. Et il s'agit effectivement de la situer. La question phallique pour les femmes s'y joue là. Il s'agit de l'inscription par rapport au phallus des femmes et de la place qu'elles tiennent dans l'écriture du lien social, qui incombe en particulier aux femmes, ne l'oublions pas dès à présent. On peut donc comprendre à partir de là que la clinique des femmes se rapporte au grand autre social et à ses évolutions. Comment cette question de limite se joue de façon plus ou moins locale? Tout cela est variable, dans l'espace et dans le temps, selon les cultures, les religions, les incidences des exils, selon une géopolitique complexe qui n'est pas sans un certain reflet dans l'Hexagone. Il s'agit donc d'un problème de lecture. Envisager la délinquance est avant tout une question de lecture qui est de notre côté, de notre responsabilité, qui revient aux cliniciens. Car bien entendu, l'acte délinquant, bien souvent méconnu par le sujet, voire dénié. La perversion commune encourage, nous en reparlerons, cette ignorance. Cette lecture doit tenir compte de la façon dont le sexe
et la loi sont noués dans le social. Jusqu'il y a peu, le sexe et la loi apparaissaient noués dans le social autour de la procréation et de l'inscription de la génération. La copule, conjugaison de l'homme et de la femme, grâce à la copule phallique, qui a pour nom commun, osons le dire, dans notre sphère culturelle, mais à peu près de même dans nombreuses sociétés, le mariage. Réalisait ce forcing, je dis bien forcing, d'assurer une prise du rapport sexuel et de son non-rapport par la voie symbolique de l'inscription sociale. Pour le dire rapidement, et vous allez mesurer l'étoffe de ce rapidement, se réalisait dans le lien social une forme d'humanisation psychopathologique du réel du non-rapport sexuel qui fondait notre quotidien sous la forme d'une clinique du mariage. Il y a toujours une clinique du mariage, mais je vais vous annoncer un scoop. Cette nouvelle est importante et peut nous donner quelques émotions. On ne fait plus les enfants comme on les faisait autrement. Quand on les fait autrefois, excusez-moi. Et ce, depuis qu'on a socialement dissocié sexualité et procréation dans notre sphère culturelle. Et cette mutation dans la procréation est déterminante. La science et les nouvelles technologies ont changé la donne. Alors je vous dirais, tout change et ne rien ne change, bien sûr. Une par une, un par un, la question se posera de manière classique, car pour chacun, un par un, rien ne change. Pendant ce temps-là, la société tente d'adapter juridiquement, à force de loi, une inscription sociale qui est là plus tenue par le juridique que par la parole et par le symbolique. Revenons à la délinquance. Je vais partir du terme delinquere qui veut dire deux choses. L'acte, le délit d'une part, et d'autre part manquer, faire défaut. Cela s'employait surtout dans le sens de manquer à un devoir. Nous avons essayé dans un plan de recherche d'entendre cette double entrée au terme de delinquere. Si effectivement la clinique des femmes se rapporte au grand autre social, en est très solidaire, il me semble important aujourd'hui d'interroger aussi comment le grand autre manque au devoir, comment il délinque, si vous me permettez ce barbarisme phonétiquement évocateur, comment il délinque par rapport au symbolique en prônant une égalité qui ferait fi de la dissymétrie et en déléguant à la science le pouvoir d'un signifiant maître absolu. Il faut aussi mesurer comment la responsabilité des sujets et l'appréhension même de celle-ci peut se jouer entre une méconnaissance du sujet et les manquements du grand autre. Et c'est effectivement une question de lecture, de ce qui fait ou pas limite, c'est-à-dire des possibilités de symbolisation. Car cette clinique délinquante se déroule bien souvent autour d'un défaut de symbolisation et de la possibilité de mise en place de limites, comme je l'ai déjà dit. Je me suis appuyé sur le travail effectué à la FI à l'époque, je crois, par Marcel Chermak. C'était un séminaire intitulé « La délinquance, interrogation psychanalytique », qui partait de la question de savoir si la délinquance était un symptôme que la psychanalyse pouvait prendre en compte. Symptôme qui posait à l'évidence le problème du franchissement des limites. Charles Melman, de façon très claire, voyait dans la délinquance masculine un défaut d'accès à cet objet qui commande la jouissance, c'est-à-dire le phallus. Et dans l'inversion entre les structures sociales et les conduites entre réel et symbolique, il y aurait dans la délinquance masculine, disait-il, des structures sociales devenues réelles et des conduites symboliques. Cette délinquance semble évoluer au gré de l'actualité, la toxicomanie envahissant par exemple le champ de la délinquance.
Si la délinquance consiste en un franchissement des limites et qu'elle a comme moteur même ce franchissement, elle serait un palliatif au défaut de la mise en place d'une limite. Il faut comprendre ce que cette question de la limite a de spécifique pour les femmes. Côté masculin, passer les bornes, il y a la limite, disait Lacan, selon la devise de M. Fenouillard. Mais qu'en est-il pour les femmes? Je dirais que là se joue le défaut de symbolisation inhérent à la structure. Ce que j'appelle ce scandale de la structure dont je vais maintenant dire un mot, quelques-uns d'ailleurs. Les femmes, nous le savons, ne sont pas toutes. Pas de femme qui puisse trouver par elle-même sa propre légitimité, sa propre représentation. Le signifiant ne peut pas lui donner son être sexué. Freud s'était heurté au paradoxe que la condition féminine s'oppose à toute universalité, étant amené à faire le constat que le savoir inconscient ne dit rien du sexe féminin. La virilité est bien sûr la métaphore de l'homme, alors que la féminité ne peut être métaphore des femmes, car il n'y a pas d'universel de la femme qui pourrait fonder cette métaphore. C'est pour résoudre une légitimité qui ne s'obtient pas à l'issue de la castration qu'elle vient complémenter la castration masculine. Non pas d'en être complémentaire, mais de s'y adosser. L'affaire symptôme au point où la jouissance phallique comme telle est aussi bien son affaire, dit Lacan dans RSI. Les femmes une par une, car dans la castration elles sont contingentes, la castration est contingente et ce n'est pas une par une qu'elles y vont, ont affaire à ce défaut symbolique, d'autant que comme femmes, leur être n'est pas tout à fait arraché au réel, ce qui en fait d'ailleurs les proies de la science. La sublimation, qui est de la jouissance, ne l'oublions pas, l'amour, disons, aussi, les y aide pour s'articuler à l'un qui leur donnera leur reconnaissance. Et de ce fait, l'assujettissement des femmes à l'instance phallique passe par une identification sexuée. Comme nous le dit Lacan, dans les noms du Père. Cet assujettissement des femmes à l'instance phallique, nous dit-il. Voilà ce qu'il dit. Parce que l'homme, tel que l'imagine la femme, c'est-à-dire celle qui n'existe pas, c'est-à-dire une imagination de vide, l'homme, lui, il est tordu par son sexe. Au lieu qu'une femme peut faire une identification sexuée, elle n'a même que ça à faire, puisqu'il faut bien qu'elle en passe par une jouissance phallique qui est justement ce qui lui manque. L'instance phallique, la loi sexuelle, dans la discordance de l'être et de l'avoir, c'est toujours dans la discordance cette histoire, ne permet pas d'inscrire une bipolarité sexuelle et impose une contrainte par corps aussi bien pour l'homme que pour la femme. Pour l'homme, négativation de l'organe, pour la femme, elle incarne le désir et son corps fait domicile. Discordance, là, ils ne sont pas dans la même dimension. Ils ne sont pas en contradiction non plus. C'est à cela qu'ont affaire les jeunes gens qui doivent advenir, et c'est ce que bien souvent aujourd'hui la société tente de dérouter. Les femmes ne sont pas de plein pied dans l'organisation phallique. Elles y entrent secondes, bibliquement. Elles sont autres, et pas toutes, qui les met dans une position d'altérité, d'hétérotopie. Dans cet écart d'accroche à la fonction phallique, c'est dans ce dilemme, celui de consentir à cet assujettissement, que pourra se formuler leur liberté. C'est de consentir à cet
assujettissement que pourra se formuler leur liberté, mais aussi leur devoir de civilisation sur moitié, dira Lacan. Il les appelle comme ça. C'est pour répondre à Freud qui les avait un peu réduits du côté du surmoi. Nous ne sommes pas sans savoir aussi que l'intrusion phallique pour une femme, c'est-à-dire, comme le dit Charles Melman, la découverte qu'elle participe par son corps au monde de la sexualité, et le corps, je tiens à vous le rappeler et insister, fait obstacle au vœu d'être libre. C'est le corps qui fait obstacle. Peut ne pas aller de soi, et le père en est un responsable abusif, bien sûr. La psychopathologie de l'adolescence en est bien souvent la démonstration. La délinquance au féminin est une question qui relève majoritairement du traitement de l'adolescence chez les filles. Soulignons-le, car c'est le lieu même de cette problématique de la délinquance au féminin. C'est toujours au temps de l'adolescence que se joue cette problématique pour les filles, et Freud nous avait déjà fait remarquer qu'il n'y a pas de clôture du temps de l'adolescence pour les filles. Ça peut toujours se rejouer, tous les 10 ans. Ça semble aujourd'hui d'ailleurs la scansion, elle change. N'oublions pas que l'insatisfaction et la déception a toujours réglé leur destin. Lacan nous avait rappelé, dans l'intervention sur le transfert en 1951, que la femme, voilà ce qu'il dit, est l'objet impossible à détacher d'un primitif désir oral, où il faut pourtant qu'elle apprenne à reconnaître sa propre nature génitale. Pour accéder à cette reconnaissance de sa féminité, il lui faudra réaliser cette assomption de son corps. C'était en 51 et c'est pas tel, et c'est toujours juste. J'avais il y a longtemps parlé de ces dérégulations des origines. Origine, avec un Y, tel qu'il est écrit dans l'étourdi. De cette clinique qui parle de cette division problématique au temps de l'oralité. Elle est déterminante pour les femmes, d'autant qu'elles peuvent être prises en prise avec un grand autre maternel dévorant. Winnicott avait d'ailleurs appelé la boulimie la délinquance orale. Par rapport à cette introjection phallique, les femmes peuvent donc être ou obéissantes ou désobéissantes. Cela a marqué la clinique que nous a dépliée l'hystérique qui a longtemps, disons, fait marcher la machine. Elles y consentent ou pas. Le dire en ces termes est courtois, mais nous ne sommes plus peut-être au temps de la courtoisie. Et l'évolution de la société démocratique dans ses injonctions actuelles nous pousse peut-être à repenser le mot désobéissance. En ce cas, on se barre, nous a dit Adèle Haenel, suivie par Eugénie Despentes. Phrase entendue en écho récemment, qui veut aussi signifier qu'on voudrait se barrer de toute identification sexuée. Dans un individualiste qui voudrait libérer le sujet de toute allégeance morale et sociale. Aujourd'hui, les choses se jouent comme ça, comme cela. La maternité qui manifestait un consentement de fait, qui était soutenu par le système d'échange entre hommes et femmes dans le social, et donnait aux jeunes femmes une assise, même si cela pouvait paraître insuffisant, voire pour elles insatisfaisant, a bien été un expédient. Mais dans l'injonction actuelle, libertaire et égalitaire, elles sont déplacées de cette primauté, car aujourd'hui, la maternité est transgenre, vous en êtes aperçu, j'imagine. Cela ne suffit non plus, car cela les dépossède de l'objet qu'elles recelaient. Cela n'est pas sans les mettre dans une impasse identitaire d'être des unes incontestées. La scène primitive se joue maintenant avec des pipettes, ne l'oublions pas. L'injonction libertaire et égalitaire creuse
Ce manque à être de légitimité des femmes, manque à être de légitimité, j'insiste. Alors s'inventent des tas d'identifications, LGBT, identification fluide. J'avais parlé de Béatrice alias Paul Preciado, qui sur Uranus tentait d'être ni homme ni femme. Pas simple, hein? Cela s'était soldé, je l'avais dit dans un texte, se doter pour être, par une dépersonnalisation. Il avait suivi la voie queer pour résoudre cette impasse identitaire féminine. Quand on veut faire l'économie de s'adresser à l'autre du sexe, on est dans le désêtre. Alors les femmes queer avaient trouvé une solution radicale, celle de faire disparaître le signifiant femme. La véritable égalité étant trouvée alors, non pas par un troisième sexe qui a été tenté aussi, mais par un sexe unique, totalisant. C'est là où gît le vrai féminicide. Il est là, le vrai féminicide, le meurtre du grand autre. Bon, c'est légèrement délinquant, j'en conviendrai. Alors, les femmes, on a toujours voulu les éduquer, à raisonner leur passion. Déjà, Madame de Maintenon avait voulu pour elles une éducation convenable à leur sexe, disait-elle. Ça s'est mal fini à Saint-Cyr, où elle s'était fait aspirer par un grand autre non barré hors langage. Mystiques, elles sont presque toutes devenues folles de Dieu, car pour les femmes se joue cette diplopie, cette aspiration vers un grand autre non barré hors langage. Les mystiques, pour moi, même si elles sont pour certaines contenues par l'écriture, ne sont pas sans être dans une forme de délinquance par rapport à l'ordre clérical et à l'ordre tout court. L'école, donc, est devenue laïque, mixte, égalitaire. Les filles ont réalisé au mieux les aspirations des pères. Ça évitait un peu la castration raide pour les hommes, de privilégier leurs fils. Aujourd'hui, ça mixte. Mais est-ce que ça articule? Ça introduit plutôt une rivalité. Dans l'éducation nationale se joue et se rejoue toujours en France les guerres de religion, celle inaugurée par la Révolution française. L'éducation nationale a promis l'éducation pour tous et l'égalité de l'éducation qui doit passer par le nivellement de toute différenciation dans l'adresse des méthodes pédagogiques. L'universel a prévalu. Cette homogénéisation s'est complotée par l'écriture inclusive. Alors, c'est sûr que Vaugelas était un peu rétro, hein, mais on doit se souvenir que le changement des langues n'est pas sans effet. On se souviendra qu'en 1947, Churchill, en simplifiant l'anglais, avait voulu gagner la guerre commerciale. Ben, ça a réussi. Hein. Aujourd'hui, l'écriture inclusive, cela passe plus par l'écriture d'ailleurs que par la parole. On écrit auteureux. Alors, je le prends peut-être mal, moi, on devrait dire Pascaleux, et je me fais appeler Pascal. Disons que je suis sensible à l'euphonie. Les femmes sont sensibles à leur prénom, car le nom propre est en souffrance pour les femmes. Il n'est pas en propre. C'est important. Alors, comment cela délinque aujourd'hui? Ça délinque peut-être de plus en plus fort dans les mutations sociales promues par la science, et ça délinque dans une société néolibérale qui prône une jouissance sans limite. La société encourage aujourd'hui à quitter les limites d'une jouissance bornée par des impossibles. La science est performante, prescriptive. Avec tous les acquis si positifs que nous lui connaissons, elle est devenue un être réel qui a déplacé le réel du sexe et celui de la mort hors de la logique de l'impossible qui régit les lois du langage et qui a changé les termes de la filiation. La science et surtout les technologies qui en sont issues offrent par leur objet positif
et leur opération dans le réel à compenser les malfaçons et les injustices du destin, fournissant un imaginaire de la performance. Ce qu'on a pu obtenir par le destin ou symboliquement, on l'obtient par ce maître réel qui vous refait le corps chirurgicalement et traite les impasses du miroir. Je ne suis pas du bon sexe, donc on va tout transformer. Mon miroir ne me convient pas, on va le retoucher. Et ce plus dans l'idée d'une présentation que d'une représentation pour l'autre. Le discours de la science introduit de façon radicale une intolérance aux symptômes, c'est-à-dire à l'inscription singulière du ratage qui soutient jouissance et désir, délogeant les assignations symboliques des corps et délogeant aussi pour les sujets l'impératif d'y trouver leur vérité. Ce maître réel n'est pas sans efficacité dans la réalité, puisqu'il donne quand même aux femmes la liberté de leur sexualité, qui n'était vraiment pas acquise. Alors, fini le tabou de la virginité, et vous verrez un peu plus tard jusqu'où vont toutes ces petites jeunes filles dans leur recherche de liberté. Pour le moment, je vais vous dire que ces techniques s'orientent plutôt vers une impersonnalisation. Une femme peut par exemple porter un enfant qui n'a pas ses gènes ou qui est fabriqué à partir de 3 noyaux, et une distribution égalitaire à des individus séparés, non plus à des couples, à des individus séparés qui en même temps les totalisent. Tout. C'est pas du patou, c'est du tout. Et qui transforme celui qu'on avait l'habitude de considérer comme un partenaire en un accessoire dans l'insémination ou dans la GPA. Elles peuvent ainsi redevenir toutes. Le miracle de la pilule qui a bien sûr fait plonger la société dans le pouvoir du pharmacone, dans la toxicomanie, a pu générer haut et fort. On a entendu les femmes, mon corps m'appartient. Alors, c'est une contre-vérité pour les paraître, c'est évident. Mais il faut aussi pouvoir sauver que les femmes, qu'elles puissent dire non à ce que leur corps puisse appartenir totalement au logos, car de fait, il ne peut pas s'inscrire totalement dans le symbolique. Il échappe par sa part de réel, car par ailleurs le corps ne fait pas savoir aussi. Mon corps m'appartient a fait illusion qu'il y avait là une émancipation possible. Et je vous ferai remarquer qu'il n'y a que les femmes qui peuvent être émancipées. Les hommes, ils sont tenus par la castration. Émancipation par rapport au logos, alors. Ça a été une illusion, alors qu'on est femme que par rapport à l'autre du sexe, homme-femme. L'échantillon de base restant homme-femme, même si on y a introduit quelques variations. Cela a permis de croire à un affranchissement, à une émancipation possible d'un lien par rapport au partenaire. C'est l'effet de cette discordance entre sexualité et procréation inscrite dans notre sphère culturelle. Je tiens à vous faire remarquer quand même le rôle positif de la juridiction, qui en totalisant toutes les femmes, en homogénéisant les désirs bien singuliers, a tenté par le mariage pour tous de maintenir le lien social, malgré cette dissociation. La dernière proposition d'insémination par l'État, je parle de la mère solo, qui permet aux femmes de penser que l'on va pouvoir se débarrasser de l'autre masculin grâce à ce que j'appellerais le retour de l'État-providence, avec un retour de l'injonction à l'enfant et un retour du religieux peut-être aussi, n'a pas été sans conséquence, en tout cas conséquence d'angoisse sur la cure de patientes qui ont pu se sentir tenues par cette prescription. Elles n'ont pas été sans remarquer que ce modèle de procréation pouvait être un court-circuitage de la parole et de leur cure par une fécondation forcée, et que dans ce contexte, elle n'était plus que réelle.
Elle n'était plus que cela. J'y ajouterai que nous avons du mal, nous, cliniciens, à nous habituer à cet inceste social et fait de la perversion du grand autre une machine à faire des fous. Ces mutations nous incitent à beaucoup de prudence. Et s'il est plus malaisé de marcher à Val qu'à Mont, selon Montaigne, ce n'est pas simple de marcher aujourd'hui à un rythme accéléré en tenant compte de toutes les modifications sur la procréation qui stabilisaient par le passé le rapport homme-femme, le réel de la procréation, le lien social et ses assignations symboliques. Je dirais donc que si du côté des femmes, tout est là pour que ça délinque, du fait de la structure, cela délinque aussi en chicane par rapport au grand autre social et que la société n'est pas sans pousser à la délinquance et à l'affranchissement. Ça délinque actuellement à travers ces mutations sociétales générées par les modifications du néolibéralisme. Les femmes devraient se méfier du capital qui tente à unifier et émasculer le désir, disait Badiou, car le capital, c'est l'unisexe et la même consommation pour tous. Le toxique, nous le savons, c'est la meilleure réalisation unisexe et égalitaire. Émasculé, hein, le désir, disait Badiou. La montée sur la scène de la condition féminine à la Révolution française s'est faite au prix d'une désubjectivation des rapports d'un sexe à l'autre et d'un basculement dans l'imaginaire. On ne peut rien entendre de ce qui se passe sur la scène actuelle si l'on ne prend pas la mesure de cette imaginarisation, qui est une positivation, qui fait fi d'une négativité inhérente au symbolique. Irons-nous jusqu'à parler de perversion? La société marchande aujourd'hui accentue les traits de cette positivation par la disparition en particulier des frontières entre public et privé, qui favorise la libre circulation du sexe et du commerce des amours sous algorithme. Je vous invite à lire ce livre de Judith Duportail, qui a enquêté sur la façon dont cette technologie, utilisée par Tinder par exemple, a bouleversé l'amour et l'idée des rencontres amoureuses. L'amour sous algorithme réduit la rencontre à une pure affaire de cotation qui ne peut que pousser, sous couvert de la science, à une toxicomanie sexuelle. La montée sur la scène de la condition féminine dans l'espace social et politique fait entendre à grand bruit un espace de revendication qui semble aujourd'hui sans limite. Demander tout, a pu écrire Madame Loiseau, qui a été d'ailleurs directrice de l'ENA, qui n'a pourtant pas tardé à comprendre qu'elle ne pouvait pas tout faire en politique et surtout en Europe. J'ai parlé d'hystérie. On a donc à se demander si ce qui se joue dans la délinquance aujourd'hui relève de l'hystérie ou de son dépassement dans sa volonté d'introduire aujourd'hui un autre ordre que celui du phallus. Est-ce de l'hystérie aussi alors que se manifeste aujourd'hui une clinique du comportement, des actes, des acting out qui font impasse à l'articulation du symptôme? Toutes les lectures que nous lisons, toutes les actualités appartiennent pour beaucoup à des acting out. C'est pour ça que je les rentre dans ma réflexion. Hein? Est-ce une clinique qui relève aussi du déni? Le déni d'ailleurs n'apporte aucun savoir, il n'est que résistance au transfert. À quel transfert se refuse-t-elle alors qu'il leur est proposé une jouissance sans limite?
On a donc à se demander si ce qui se joue dans la délinquance relève de l'hystérie ou de son dépassement. Ce qu'il faut constater, c'est que l'hystérique est, pourrait-on dire, doublée par la science, dans son vœu toujours insatisfait de fonder un nouvel ordre qui ne monnaierait pas le sexe, mais introduit une égalité enfin bienvenue et résoudrait la question de la disparité des places organisées par le nom du père. La société la double et la détourne, je dirais même la pervertit, puisqu'elle la pousse à ne plus refouler, mais à simplement daigner récuser. Alors aujourd'hui, les femmes, qu'elles soient délinquantes en centre fermé CER ou enfermées dans nos cabinets, veulent donc être libres et affranchies. Il en est attendu une nouvelle société plus humaine. Elles ont effectivement une liberté que n'a pas le partenaire tenu par la castration. Elles ont la liberté que la castration soit pour elles contingente. Certes, il faut qu'elles gardent leur liberté, celle de dire non. C'est même nécessaire pour le partenaire pour amoindrir la toutonie masculine et ses abus. Et leur radicalité n'est pas hors de leur mission civilisatrice, qui est de redonner parfois vie au symbolique. N'oublions pas Antigone. Elles sont libres, elles le savent. Mais c'est l'affranchissement qui est problématique. Lui qui favorise le débridement des pulsions dans des actes. C'est cela, ça favorise le débridement des pulsions dans des actes. J'en arrive à cette définition de la délinquance au féminin. Voilà ce que je vous propose. La délinquance est une manière de sortir du langage pour les femmes, de ne plus être assujetties au signifiant, de s'opposer à son autorité, au bornage de la jouissance panique. C'est ce qu'elle leur reproche. Elle leur reproche de ne pas être libre, à leur partenaire. C'est là où ça délinque, dans la décision de ne pas participer à cette régulation phallique. Alors, la clinique dont je vous parlerai maintenant procède essentiellement de ce refus social de participer à la régulation phallique et d'une volonté de s'affranchir de toute contrainte par corps. Et cela ne veut pas dire, soyons clairs aussi, qu'il faut remettre en question les avancées de la condition féminine dans nos sociétés, bien sûr. Il nous appartient simplement d'envisager les incidences de cette mutation sur la clinique. Simple désobéissance en 1950, ce sont les années où on a introduit la protection de l'enfance. C'était les petites fugueuses. Aujourd'hui, s'y joue un affranchissement demandé radical. Il ne faut donc pas être surpris de constater qu'un symptôme social est en train de s'isoler dans la délinquance d'expression féminine et qu'il s'agit là majoritairement d'une mutation dans l'expression symptomale de l'adolescence et de ses extensions féminines. Les choses vont vite, effectivement. Je prendrai cela très au sérieux car l'adolescence marche pour nous en avant et formule, alors même que nous avons du mal à l'attraper, les questions qui font symptôme. Bien sûr, la délinquance au féminin, dans ses récusations et ses révoltes, est une façon de faire face à une crise identitaire, voire à des annulations identitaires. Elle existe, cette crise, pour toutes les femmes, c'est un fait. Elle se déploie dans les CER, à la PJJ, voire en prison, où la déréliction se conjugue avec une précarité sociale et une certaine acculturation, mais déjà aussi dans les consultations, les dispensaires et dans vos cabinets. Cette dernière jeune fille qui est venue dans mon cabinet pendant le confinement pour des médicaments demandés par elle-même, avec sa mère,
a eu pour première phrase « Je veux être libre ». Voilà. Suivant une ligne de dérégulation en tous sens, dans la haine du corps, dans le refus d'une contrainte par corps, jusqu'à la sortie du langage, dans une révolte et un défi aussi de ne pas servir. C'est une clinique de l'acte, du refus et du déni, mais aussi de l'isolement, car elles se séparent du recours qu'elles peuvent trouver dans l'autre, petit ou grand. Et j'amènerai aussi que s'y écrit une nouvelle clinique de la folie, que je ne dirais pas psychotique. La folie des femmes ne se range pas très facilement aussi. Le déni, le défi qui n'apporte aucun savoir, s'avère être une résistance au transfert. C'est difficile à déjouer cela. Nous en savons quelque chose. Les petites jeunes filles qui se veulent libres et toujours en voie d'affranchissement, toujours plus affranchies, elles qui sont maintenues dans la rue et non plus à la maison, elles à qui les parents ont ouvert un avenir sans limite et qui sont douées, délicieuses, un peu nymphos, peuvent correspondre sur Internet avec des garçons de tous âges, car du côté de la séduction et du savoir-faire, elles sont finies. La mondialisation, les réseaux leur ouvrent les portes de toutes sortes de relations, d'aventures aussi, de jouissances à découvrir. Alors, savez-vous le slogan des motoscoops à Paris? Une liberté sans monde. Voilà. Elles vont un peu se faire maigrir pour s'offrir une grande boulimie, sans perte et sans limite. Elles vont marquer leur corps de scarification et expérimenter par elles-mêmes les limites qu'elles peuvent s'infliger dans une haine du corps, hors de toute érotisation. Une petite jeune fille qui s'était fait tatouer m'avait dit que c'était elle seule, qui inscrivait son identification, qu'elle avait choisie. C'était une sorte d'œil mystique qui faisait référence à un groupe de musique. Cela laisse libre cours à la passion maternelle. C'est important, je tiens à insister là-dessus, à ces passions maternelles dont ces jeunes femmes sont aussi agitées en l'ignorant. Issues des révoltes féministes qui, depuis 1969, les mères ont pu avoir en projetant ce qui n'a pas eu lieu pour elles totalement et qu'elles proposent à l'avenir de leurs filles. C'est la temporalité des passions du côté droit des formules de la sexuation qui s'inscrit pour les femmes à la génération d'avant. L'actualité nous la déverse aujourd'hui, 20 ou 30 ans plus tard. C'est ce que nous entendons tous les jours sur les ondes et cela donne du ressort à cette demande d'affranchissement. Car bien sûr, le deuil de cette envolée sans limite n'est pas demandé aux femmes et aux mères. La société n'y prend pas garde. Et si nous avons déplié une clinique autour du ravage mère-fille, tel que nous l'avait proposé ce terme Lacan, ravage mère-fille, disons édipien, nous aurions à lire à nouveau les dimensions de ces emprises, car il s'agit d'une emprise. Libres et affranchies, elles seront toutes justicières et pensent avec quelques raisons pouvoir introduire un autre mode de jouissance que celle ordinaire bornée. Hors limite, elles peuvent aussi être dans la dénonciation idéologique de la congruence entre l'économie du capital et un ordre dit sexuel, en proposant toutes sortes de variations du corps dans ce qu'on appelle aujourd'hui les dysphories de genre. Il y a bien sûr les tentations trans, d'une jeunesse déçue par le symbolique à trous, bien sûr, et toujours à trous symbolique, comme les blue jeans aujourd'hui, voilà, on nous les présente comme ça. C'est aussi une clinique des anorexies, des boulimies, de toutes sortes d'addictions qui les impassent dans la consommation d'un objet réel. Alors, je voudrais maintenant vous faire part de quelque chose d'un peu particulier, la question de la prostitution.
en vous invitant à lire un livre remarquable d'une petite jeune fille de 14 ans, écrit à double main entre ses parents et elle, issue d'une famille tout à fait bien, pas plus pathogène que les autres, et qui s'appelle Papa vient me chercher. Vous voyez, papa sert un peu encore. Et dans une vie que l'on peut dire du tout permis et de l'insolence, on n'est pas encore sans entendre cette volonté d'une pureté virginale pour un papa parfait. Bon, est-ce rassurant ou pas, je n'en sais rien. Les jeunes filles peuvent adopter des relations tarifées dans une société laïque et prise au mot de la marchandise. La prostitution, vous le savez, n'est plus un délice pour les mineurs. Tout va donc dans le sens d'écraser ce qui n'a pas de prix. C'est le titre d'un livre d'Annie Lebrun. En écrasant ainsi l'énigme que constituent les femmes pour elles et pour les hommes. Plusieurs disent de ces femmes ou écrivent qu'on n'en revient pas si facilement de la prostitution. Elles deviennent des travailleuses du sexe. Elles vont se prostituer en considérant la prostitution comme un mode d'accès à une indépendance financière, mais également comme moyen d'accès à la maîtrise de la violence supposée et de la vulgarité du désir commun. Le Monde publiait en titre « Prostitution des mineurs, un fléau en hausse ». Et comble, je ne sais pas comment l'appeler, de bêtises, le président de l'université de la Sorbonne, l'université prestigieuse, en parle d'une façon que je trouve très déplacée sur les ondes, en l'expliquant par la précarité financière des jeunes. Voilà. C'est un peu dommage, c'est pas sa place. Alors, elles prennent des risques, ces jeunes filles. Elles prennent beaucoup de risques. Les médecins généralistes en parlent. Les sociologues en conviennent. Elles sont lancées dans la rue et non plus protégées dans l'alcôve ou la vie de famille. Et dans la protection judiciaire qui se caractérisait par une certaine mansuétude à l'égard des femmes, il n'en est plus cas dans les juridictions actuelles qui, sous l'influence anglo-saxonne, ont perdu de cette mansuétude à l'égard des filles. C'est d'ailleurs un souci pour les travailleurs sociaux au niveau de la PJJ dans notre sphère culturelle. Alors, des jeunes femmes écrivaines, on dit écrivaines maintenant, comme Eba Becker pour écrire La Maison. La Maison, c'est effectivement un bordel en Allemagne. Sociologue, étudiante, tâte de la prostitution avec l'idée, bien sûr, de dominer le désir masculin. Alors, Virginie Despentes en fait la promotion. Elle ne regrette rien, d'autant qu'elle a pu s'affranchir de cette histoire de féminité, qui est, dit-elle, de l'arnaque. En s'affranchissant du tiers social, du tiers, forcément contraignant, elle est passée à l'homosexualité. Elle est, dit-elle, soulagée de l'hétérosexualité, du devoir de séduire et plaire avec les échecs possibles, de s'habiller des insignes du plaire, de modeler son corps et son habillement, et par là même se défaire d'un narcissisme qu'elle croit singulier. C'est pas mal décrit ce qu'elle dit. Elle aussi dit que la prostitution, enfin du bornage demandé par le phallus, elle aussi dit que la prostitution lui donne un pouvoir et une liberté financière. Elle voulait être, dit-elle, écrit-elle, sans contrainte et sans concession. Elle tombe d'accord avec Monique Wittig. Les lesbiennes ne sont pas des femmes, c'est-à-dire au service des hommes. Alors je dirais qu'elle méprise, mais leur écrit démontre plutôt un certain mimétisme qu'elle n'interroge pas du tout. L'errance des femmes en partance du patriarcat. J'ai été contente d'écrire ça, ça m'a amusé. Parce qu'il correspond à un état du capital. Le patriarcat est un état du capital. Font qu'elles ne peuvent ni s'étalonner, ni trouver leurs limites, et sont amenées donc
à demander toujours plus et tout. Elles sont nomadisées dans un réel qui les conduit à des répétitions et les amène à poser la question de la folie, posée par Nancy Houston, par Nelly Arcan, qui après avoir écrit un livre assez fantastique, putain, écrit un livre qui s'appelle Folle. Alors, j'ai quitté mon copain avec qui j'étais depuis 13 ans. J'ai voulu être folle, m'a dit une patiente qui vient me voir en CMU pour une boulimie très inquiétante. La cure démontrera une détresse de cette jeune femme face à un interdit d'avoir un enfant. C'est aussi la question que pose une autre petite patiente prise dans des comportements alimentaires extrêmes qui formule en rêve, vous voyez le progrès d'ailleurs, lorsqu'elle commence à s'en sortir. Elle commence à s'en sortir. La question, quelle est ma folie? Et elle le dit très bien, de ne pas coller à elle-même, c'est-à-dire de ne pas pouvoir se raccrocher à un narcissisme. C'est une question que peuvent se poser les filles intelligentes, bien sûr. La clinique de la délinquance est une clinique de la folie, d'une forme de folie des femmes quand elles sont hors du monde, de l'articulation phallique et de la société. Ce n'est pas la psychose. Dans un mouvement nihiliste, c'est plutôt d'un désêtre qu'elle parle. Il y a dans l'ascèse anorexique l'effet d'une décomposition du langage qui les porte plutôt vers la mélancolie. J'en avais parlé pour l'anorexie en disant qu'elles se sont abstraites. Lacan dit d'ailleurs que l'abstraction est une démétaphoriation. Il dit ça dans l'Insu, je crois. Or, c'est bien comme métaphore que l'on est dans le langage. Il s'agit bien dans ces cas extrêmes de sortir du langage. Folie des femmes, folie de leur radicalité, qui a poussé certaines mystiques à se défaire du grand autre vers la mort. Ainsi peut aller la délinquance jusqu'à la sortie du langage, qui articule une déliaison qui les met hors du lien social, hors du monde, ce que parfois, lorsqu'elles sont douées, elles cherchent à attraper par la lettre, cette lettre en souffrance. Cela leur donne parfois la liberté d'écrire. Nelly Arcan, Albertine Sarrazin, Virginie Despentes et bien d'autres. Mais c'est leur parole qui est sans arrimage. Elle ne se situe plus que dans un miroir rudimentaire et parfois trop fragile pour leur éviter un acte plus définitif. Cela a été le cas pour Nelly Arcan, prise dans un miroir rudimentaire et jaunissant. Elle s'est pendue à 37 ans. Alors voilà à peu près ce que je souhaitais vous dire sur cette délinquance au féminin. Il me reste à dire, on y va comme ça a été proposé au début de ces séminaires. Comme cela nous a été proposé, c'est-à-dire qu'on y va comme analyste selon la juste formule d'Angela. Les analystes savent qu'on fait toujours les enfants de la même façon, les lois de la parole et du langage n'ayant, elles, vraiment pas changé, pas trop. Nous sommes allés avec quelques-uns, quelques-unes dans les CER auprès des intervenants psychologues et travailleurs sociaux à la PJJ par exemple. Je voudrais vous dire que certains directeurs de CER nous ont confié que leur mission éducative n'était pas facile avec ces indomptables aujourd'hui. Alors il nous a été donné aussi d'applaudir une psychologue qui a su couvrir la fugue d'une jeune fille. Elle avait entendu que celle-ci avait trouvé sa solution dans une conjugalité amoureuse et comme me l'avait dit une patiente, la rivière, qui avait d'ailleurs pas mal, dirais, délinqué, la rivière avait retrouvé son lit. C'est joli d'ailleurs, bien dit. Nous avons regretté, à propos d'un cas qui nous avait été confié un peu trop tardivement, de ne pas avoir pu enrayer, je dirais, un crime d'État. Il s'agissait d'une jeune femme qui, après un acte grave, avait été mise en détention dans un centre fermé parce qu'il n'y avait, dans une prison plutôt, elle aurait dû aller dans un centre fermé, mais il n'y avait plus de place. Et ce n'était pas très légal. Mais enfin, on l'avait mis en prison
Elle était devenue la mascotte des femmes, la mascotte du quartier. Quelque chose d'un don était devenu possible pour elle, pour qui le don maternel n'avait pu avoir lieu et pour qui la rivalité féminine était inassumable. Elle allait donc très bien, mais la société n'a pas pu prendre acte de cela et elle a été remise dans un centre mixte où sa violence s'est décuplée, ce qui a entraîné ensuite une aggravation logique des condamnations. Les analystes avaient peut-être à formuler que la réinsertion de ces jeunes femmes n'est pas sans condition. Par rapport aux actes, aux actines, aux attitudes de défi, il importe pour moi, je vous propose, dans cette clinique, de toujours relever l'acte de parole, et jouer plutôt d'une interpellation plutôt que d'une interprétation avec ces jeunes filles. Et peut-être que il s'agit que l'analyste laisse, voire autorise, dans un consentement librement consenti, la possibilité de constituer de nouvelles dépendances par le fait d'un assujettissement rendu possible par ce même consentement et de leur permettre, dans leur singularité, eh bien, d'élaborer leurs objets. Voilà. C'est une question, il me semble, éminemment politique aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Je disais qu'on va peut-être commencer par te remercier Beau travail, très beau travail. avant de te poser des questions. Te remercier pour ce remarquable travail, si précis, si fouillé. Je t'entends pas. Vous m'entendez pas, là? Non, on t'entend pas. Je t'entends pas. Ah bon? Non. Vous Non, mais- parlez dans le micro, on n'a pas arrêté de Non, excusez-moi, il faudrait que tout le monde garde son micro fermé, sauf celui qui parle. Parce que tout le monde a rouvert son micro et du coup, on n'entend plus rien. Tu l'as demandé. Donc, tout le monde garde son micro fermé, sauf la personne qui souhaite. Bon, vous m'entendez là? On t'entend, oui. Oui. Oui, je disais qu'on va commencer par remercier Pascal pour ce remarquable travail, si fouillé, si précis, et auquel elle a donné une formidable extension. Alors, je serai relativement bref en lui posant deux questions. Son titre est remarquable. Délinquance donc au féminin, hystérie ou injonction sociale. Alors, si ça relève de l'hystérie, cette délinquance au féminin, eh bien, ce serait donc à interpréter comme une tentative de restaurer ou d'instaurer un ordre paternel qui ne serait plus défaillant. Si c'est à interpréter cette délinquance au féminin comme une injonction sociale, ça signifierait que, en effet, elle serait en phase, en résonance avec une perversion qu'on pourrait dire généralisée, puisqu'après tout, la délinquance, n'est-ce pas, elle est, si je puis dire, dénoncée partout et en même temps, comment dirais-je, mise en acte par presque tout le monde. Donc, ce n'est pas la même chose. Et tu as raison de poser cette question. Elle me paraît fondamentale. Et je pense qu'il y a peut-être pas une réponse univoque à cette question. Enfin, tu me diras. La seconde question, très rapidement, c'est celle de savoir si cette délinquance au féminin, telle que tu l'as décrit, se résume à la période de l'adolescence. Si il ne faut pas entendre délinquance au féminin comme délinquance de l'adolescente, est-ce qu'on peut parler au féminin au-delà de l'adolescence, c'est-à-dire ce qui serait plus spécifiquement, il me semble quand même que tu as insisté sur les jeunes filles.
sur les jeunes femmes. Alors voilà, donc est-ce que tu donnerais une extension au-delà de l'adolescence ou du début de l'âge adulte à ce phénomène qui en effet mérite d'être relevé comme tu l'as fait, comme étant une catégorie de la clinique relativement nouvelle, puisqu'en effet on avait l'habitude, n'est-ce pas, avec ce que l'on appelait les psychopathes classiquement, on avait surtout l'habitude de rencontrer des délinquants qui étaient des hommes. Donc voilà, est-ce que tu donnerais une extension à cette délinquance au féminin au-delà de l'adolescence ou de l'âge adulte? Écoute, j'en ai justement. Ça y est, je peux dire, c'est ouvert? C'est bon, j'ai fini. Écoute, je l'ai même d'ailleurs dit, puisque la régulation phallique, effectivement, met certaines bornes, même aux femmes qui n'en ont pas, comme Freud l'a bien dit. L'adolescence, elles peuvent à tout moment être masculines et féminines, Freud nous l'avait bien dit. Et donc, j'ai bien montré que ça va au-delà de l'adolescence même, ou alors, il n'y a pas de clôture de ce temps. Hein. C'est peut-être quelque chose qu'il y a à envisager. Hein. Bon, nous sommes toutes et toujours très jeunes, n'est-ce pas? Voilà. Bon, c'est à bien. On le revendique, n'est-ce pas? Voilà. Bon, ça c'est. Je crois que c'est effectivement et les échos qu'on a, parce que prendre les choses dans l'actualité comme je l'ai fait ne veut pas dire que c'est pas la clinique subjective qui se joue à l'heure actuelle sur la scène sociale, hein, sur cette montée sur la scène. Hein, voilà. Et donc, on ne voit que ça, hein, parce qu'on le voit, parce que ça s'imaginarise. Hein, voilà, donc je crois vraiment. En ce qui concerne l'hystérie, je dirais que est-ce que l'hystérie peut jouer encore son rôle quand elle est déroutée, hein, et quand elle est entraînée, je veux dire, vers ces bords excessifs, en quelque sorte, qui les déroutent elles-mêmes, qui les déroutent elles-mêmes, hein, je veux dire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse évidemment parler d'hystérie tout le temps. Encore. Peut-être qu'il faut les y ramener. C'est peut-être cela, la question. Hein? Est-ce qu'il ne faudrait pas les y ramener? Voilà. On aime beaucoup l'hystérie, les analystes, hein, ça nous a fondés. Donc, ramenons-les. Alors, si l'injonction sociale, alors comment tu l'entends? Parce que qu'est-ce qui ferait que ces jeunes femmes seraient amenées à répondre en quelque sorte à cette injonction qui viendrait du social et qui les pousserait à délinquer, c'est-à-dire à commettre des délits, pour reprendre l'étymologie, à commettre des délits, c'est-à-dire des fautes, encore que l'univers de la faute ne soit pas forcément présent dans le discours de ces jeunes femmes. On ne t'entend pas, Pascal. On ne t'entend pas. Il a les micros coupés. Là, c'est bon, là, de nouveau. Oui, j'ai oublié effectivement dans l'écriture récente du texte de donner la définition de délinquere. Délinquere, ça veut dire faire des délits, mais ça veut dire manquer à ses devoirs. Hein? Voilà. C'est plutôt dans ce sens de manquer à ses devoirs, c'est-à-dire à ses devoirs de par l'être, en quelque sorte, hein, de ce qui nous inscrit dans le langage. Hein, voilà. Oui, c'est excellent ce que tu dis là. Voilà. Hein,
Écoute, c'est en lisant mon texte que je me suis aperçue, en relisant, que j'avais oublié de donner cette définition qui a été le point de départ de ma réflexion. Voilà. Parce que notre devoir, c'est nous assujettir C'est ça. au langage, au signifiant. Pascal, je peux poser une question? Oui, bien sûr, bonjour. Bon, bonjour. Donc là, si je te suis bien, le délinquéré justement que tu évoques, manquer à ses devoirs et le franchissement de la limite, et en même temps cette idée de récusation de la jouissance phallique, est-ce que si tu ramènes ça à une lecture borroméenne, par exemple, tu verrais que il y aurait topologiquement un franchissement qui créerait une erreur au niveau du coinçage de la jouissance phallique? Je te laisse l'écrire. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, oui. Est-ce qu'on m'entend Vas-y, là? Bernard. Oui, on t'entend, Oui. Bernard. Oui, vas-y. Oui, voilà. Bon, merci beaucoup, Pascal. Alors, voilà. Est-ce que cette délinquance au féminin, elle s'appuie sur une limite à franchir, comme très souvent il y a une motivation dans la délinquance traditionnelle, ou est-ce que c'est plutôt une délinquance qui ignore la limite et qui est-ce qu'il y aurait une fragilité ou une, comment dirais-je, quelque chose chez du côté féminin, une aptitude à se laisser entraîner dans des discours capitalistes, un discours qui quand même se caractérise par une absence de limite. Est-ce que tu fais un lien là, quand tu parles de l'injonction sociale? Est-ce que cette injonction sociale, c'est pas simplement le monde économique dans lequel on vit, quoi? Est-ce que c'est vraiment une injonction ou c'est simplement ce discours qui nous emmène, quoi? Alors, autrement dit, est-ce qu'il s'agit bien d'un franchissement de limite ou bien plutôt de quelque chose de la limite qui n'est pas perçu? Il y a vu récemment un film d'Agnès Varda qui s'appelle Sans foi ni loi, où on voit sans toi ni loi, oui, où on voit une fille comme ça qui s'en va complètement sans toi ni loi, justement. Elle ne franchit pas de limite, elle n'en a pas. Voilà, c'est une question. Oui, ceci d'autant plus, Bernard, qu'il y a quand même chez les femmes une cherche de régler ce manque à être par rapport au signifiant, hein, de le régler. Elles sont illégitimes, hein, parce qu'elles n'étaient pas dans les classes où on les a mixées, hein, où là elles étaient comme leurs copains, hein, comme les petits camarades. Voilà. Donc il y a là quelque chose qui se cherche et qui ne se trouve pas, hein. Je l'ai articulé autour de cela. Et je veux dire que c'est une façon, il y a dans la castration masculine quelque chose qui résiste un tout petit peu, hein, et qui fait limite, comme le dit Fenouillard, hein, passer les bornes, il y a des limites. Pour les femmes, elles ont ces limites à les mettre en place. Et je dirais, j'ai toujours dit, par ce qu'on appelle la sublimation, par l'amour, par ça. C'est par ça qu'elles tiennent, hein, et c'est en cela qu'elles écrivent le lien social, je crois. Voilà. Et c'est pas, voilà, c'est là où elles écrivent cela, hein. Toute la question là est de cette. Il n'y a pas une identification qui les mène, hein.
Oui, Pascal, quand tu parlais de l'hystérie, là, bon, Oui. manifestement, il s'agit d'autre chose, là. Et peut-être qu'un retour à l'hystérie, mais retour à l'hystérie, c'est retour au père. Et justement, est-ce que Mais c'est c'était une plaisanterie de ma part. plaisanterie? Parce que le C'était père, une plaisanterie de ma je place. pense qu'on aura un peu de mal à le remettre en selle. Oui. Encore que, tu vois, toute petite, fragile, là, ce livre, franchement, lisez ce livre, vous serez. Et il n'est pas seul, hein, je veux dire, le travail qu'on fait avec les travailleurs sociaux nous le rapporte sans arrêt, hein, ces affaires de prostitution, de déglingue, voilà. Hein. Papa vient me chercher, c'est quand même pas rien comme titre. Ben oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Hein. Alors, bon. Non, c'est pas rien. Mais alors, en quoi est-ce que, par rapport à ce que tu dis, qui est éminemment juste, mais en quoi est-ce que la délinquance au féminin, chez les jeunes filles et les jeunes femmes, serait une réponse actuelle à, disons, aux difficultés de l'identité féminine? Écoute, j'ai essayé de démontrer que, si tu veux, le fait que la maternité, hein, dans notre sphère culturelle, le lien entre la création et la sexualité, qui n'a pas toujours été dans les sociétés polythéistes, c'est moins évident. Hein. En tout cas, chez nous, c'est quand même quelque chose d'un ordre sur lequel on pouvait ou désobéir. Là, on n'est plus dans la désobéissance. Hein. On est au-delà presque. C'est ce que j'ai voulu expliquer. Hein. C'est que la maternité les tenait. Hein. Les tenait quand même. Hein. Voilà. Ça tient encore, bien sûr. Mais donc, ça peut se faire tout à fait autrement qu'avec le compagnonnage habituel, celui que nous avons connu. Jean-Pierre, il n'intervient pas. Oui, j'ai demandé que je peux abonder dans le sens de dire tout à fait un grand intérêt à tout ce que tu amènes. Et en même temps, je rejoins moi aussi à bien la question de Bernard. C'est-à-dire, je trouve que c'est vraiment pas du tout la même chose de penser qu'il y a transgression d'une limite là, ou bien que justement on est dans un monde où l'injonction sociale parvient à déconnecter complètement la limite. Sur d'ailleurs, à mon avis, en plus de ça, dans une histoire générationnelle qui naît d'il y a une quarantaine d'années seulement. Et peut-être que ça, je ne sais pas bien, je ne sais pas, tu donnes envie d'élaborer là-dessus ou de réfléchir, je n'ai pas de réponse aucune, mais peut-être plus loin, aller dans qu'est-ce que ça veut dire du côté féminin, du côté masculin, quand il n'y a pas de limite, je trouve qu'on repère encore un peu ce qui peut se passer. Mais oui, bien sûr. Du côté féminin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça va d'ailleurs de pair avec la question que pose Claude pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette injonction sociale? Moi, je préfère parler de pervertissement plutôt que de perversion, parce que la structure perverse comme ça n'est pas dans le discours social. Je ne suis pas encore sûr que ce soit ça. Attends, c'est arrêté là. Comment? Non, on l'entend plus. Non, on entend. Oui, non, ça va? L'image ne passe pas, mais on t'entend. Bon, non, c'est que me semble que ce qui est à l'œuvre actuellement, c'est une sorte de pervertissement. Justement, quand tu parles de manquer ses devoirs du par-l'être, ça, c'est vraiment ce qu'induit le modèle néolibéral. Il n'y a pas de devoir par-l'être. Je leur réponds. Hein? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend, Pascal. Oui. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que quand même, dans les cures où on réintroduit quelque chose de la parole,
et effectivement quand même de la question du trou aussi pour les femmes, n'est-ce pas, hein? Cette question qui avait paru être déniée, pas sentie, se trouve quand même de temps en temps revenir. Et elles peuvent, par exemple, quelqu'un comme Nancy Houston, qui est un peu particulière, qui a d'ailleurs été analysée par Alain, elle rapporte très bien d'où elle vient, hein, et que effectivement, par son analyse, quelque chose de cette régulation phallique se remet en place. Voilà. Parce que quand même, c'est pas parce qu'elles sont de ce côté-là que tout est possible. Voilà. Alors, peut-être que c'est transitoire, peut-être que la société va vers ce que dit Claude et que c'est dans le tissu et la consistance actuelle. Mais peut-être pas complètement, je pense. Parce que dans les cures, les femmes, effectivement, reformulent quand même quelque chose. Ah, il n'y a plus rien là? Oui, mais Pascal, comment est-ce que tu entends cette formule de cette jeune fille là qui vient avec sa mère, si j'ai bien compris, parce que parfois on ne te suit pas tout à fait qui dit « je veux être libre ». Oui. Qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'elle vient demander? Oui. Au fond, c'est presque à prendre au pied de la lettre. Elle ne sait pas être libre. Oui, bien sûr, elle ne sait pas être libre. Ce qu'elle veut, elle attrape les choses du social, effectivement. Voilà. Qui l'empêche d'être libre, paradoxalement. Oui, elle est quand même venue demander quelque chose parce qu'elle n'allait pas bien, parce qu'elle se trouvait déprimée. C'est ce qu'elle est venue demander. Donc, ce n'est pas complètement sans articulation à sa chaîne signifiante propre, à son rattache propre, à son histoire. Pas tout à fait quand même. Vous m'entendez ou tu m'entends? Oui. Oui, on l'entend, oui. Voilà, donc elle est venue quand même pour cela. Mais elle a commencé en disant « je vais être libre ». Bien sûr que c'est une phrase d'opposition, mais effectivement, elle m'a paru tout à fait intéressante. Alors, évidemment, la liberté, ça se démontre à l'adolescence dans des consommations, dans des choses comme ça. Mais quand même, elle a eu je dirais que cette parole m'a quand même stupéfaite, je veux dire. J'ai préféré dire délinquante plutôt que situer que les femmes iraient dans ce courant comme ça sans rien qui quand même. Elles parlent, elles parlent. Et d'ailleurs, c'est assez compliqué pour une femme de se retrouver face effectivement l'ambiance de la parole. Je veux dire, c'est quelque chose de particulier qui fait partie du fait que effectivement ça peut les rendre muettes, ça peut les rendre ça peut rendre inhibées, je veux dire, voilà. Donc, je ne crois pas qu'on puisse ne pas penser qu'il n'y a pas d'articulation, que les femmes pourraient ne pas être articulées du tout au social, pas du tout. D'autant que je pense que c'est elles qui participent à l'écriture de ce social. Pascal, par rapport à cette histoire de liberté, là, ce que Jean-Pierre vient de dire, ça me fait penser à une patiente qui était venue me voir et qui disait également je veux être libre. Alors, cette liberté était tout à fait particulière parce qu'elle ne voulait pas. Mais je ne t'entends plus du tout. Ah.
Tu m'entends là? Vous m'entendez ou pas? Oui. Bon. Pascal, tu m'entends? Oui, maintenant, oui. Bon. Donc, une personne qui était venue et qui disait qu'elle voulait effectivement être libre. C'était à peu près la même phrase. Et ça signifiait qu'elle ne voulait plus vivre ni chez ses parents, elle avait une vingtaine d'années, ni chez sa grand-mère qu'il avait récupérée pendant un temps, ni chez un oncle qu'il avait récupéré à un autre moment. Donc, elle était dans le refus de ce qu'elle disait, elle, toutes les règles de la maison. Et par contre, elle était dans la rue alcoolique et accro à certaines drogues. Et donc, c'était sa conception de la liberté, c'est-à-dire être affranchie de certaines règles sociales, familiales. J'ai pas entendu le début de ce que tu disais. Une jeune femme qui disait en gros qu'elle préférait être dans la rue, accro à des produits, très instable, que d'être dépendante, d'être contrainte par des contraintes familiales. Et donc, on voit bien là le passage entre l'affranchissement par rapport à certaines contraintes, mais une forme d'accrochage ou de dépendance ou de grosses contraintes autres plutôt à des objets en l'occurrence réels. Et je crois que tu m'entends plus, Pascal, parce que tu as disparu. D'autres m'entendent ou personne m'entend là en fait? Si on Si on t'entend, Thierry. On On t'entend, mais on n'entend pas Pascal. Non. Bon. Pascal est même disparu, son image. Ouais. La délinquance au féminin, c'est la malle. Où est-ce qu'elle est passée? Ah, voilà. Une fugue. On va lui faire une surprise, on va tous partir. Quand elle revient, il n'y aura plus personne. Elle est revenue là, elle est revenue. Ah, Bon. bon. Qu'est-ce que tu voulais dire plutôt, Thierry? Je résume très vite parce que tout le monde a entendu, je crois, sauf toi, mais c'était le cas d'une patiente qui se voulait libre, ce qui s'expliquait par le rejet de toute contrainte familiale, que ce soit chez ses parents, chez une grand-mère ou chez un oncle, chez qui elle habitait au fur et à mesure du temps. Et cette liberté de se défaire, de s'affranchir de ces contraintes familiales, avait pour conséquence d'être complètement accro à des produits, mais dans la rue. Et elle se sentait libre en étant prise par l'alcool et une autre drogue, plutôt que de se laisser un peu contraindre par les règles familiales ou sociales. Donc, entre liberté, quand tu parlais tout à l'heure de liberté et de contrainte, le glissement, quoi. La drogue, c'est plus fort que le langage. La drogue, vous m'entendez? Oui. Pas bien, Pascal. Comment ça se fait que ça ne va pas, hein? C'est épouvantable ici. Il n'y a que moi qui suis dans cet état. Non, si. La drogue, c'est plus fort que le langage, elle a répondu. Oui. Voilà. Oui, mais justement, je trouve que c'est là qu'il y a un pervertissement. C'est là qu'il y a quelque chose que je trouve pervertissant de la part du discours néolibéral, c'est de laisser croire qu'on peut atteindre la jouissance non limitée du langage. Ben oui. C'est ça qui est validé aujourd'hui. C'est en ça que c'est pervertissant. Et que mais c'est en ça où les femmes sont prises là plus facilement. Alors, attends. Il faut que les femmes soient effectivement plus prises là-dedans, puisqu'il n'y a pas la contrainte du fantasme qu'il y a à passer pour les hommes. Peut-être, voilà. Oui, c'est des choses comme ça, on peut réfléchir à ça, mais ça donne bien, ça illustre bien la patiente de Thierry, qui dit, au fond, ça pourrait être elle dit la même chose que ta patiente, je veux être libre. Au fond, je voudrais arriver à nouer la liberté et la contrainte. C'est catastrophique, ça. Et ce qui les ramène, ce qui les fait consulter, c'est que finalement, elles rencontrent quand même un autre type de contrainte. Ouais. Que cette liberté, ces personnes-là se rendent compte quand même d'une forme de leurre de cette liberté.
Une liberté de rente. Approcher obligatoirement, hein, mais Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Vous m'entendez? Oui. Alors, merci beaucoup de cette éclairante et en même temps, il y a beaucoup de points sombres pour moi. Vous parlez par exemple du miroir rudimentaire à propos de l'écriture de ces femmes. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus? Peut-être à mettre en lien avec ce que disait Jean-Pierre Lebrun sur cette question que le langage pourrait atteindre à une jouissance non limitée, l'écriture féminine en tant que peut-être allant vers cette jouissance autre. Enfin, vous pouvez dire quelque chose de plus sur ce miroir rudimentaire jalouissant dont vous parliez? Pascal, de nouveau, on n'entend pas. Aussi, Jean-Pierre Lebrun peut me répondre. C'est quelqu'un. Non, parce que je ne saurais pas reposer ma question en plus. Donc, si vous permettez, je crois que le miroir. C'était quoi l'expression de Pascal, le miroir oui, voilà, le miroir rudimentaire. Le miroir rudimentaire, c'était spécifiquement pour Nelly Arcan, qui est une écrivain d'origine canadienne qui s'est suicidée. C'était l'anniversaire de sa mort, si je puis dire, le 19 avril. Et je pense que c'était vraiment pour cet écrivain-là qu'elle Mais elle en parlait aussi pour Emma Becker. Et justement, ça m'avait aussi interrogée, cette jeune femme très littéraire et qui, par ailleurs, va... avec la libye de l'écriture jusqu'au-delà d'un bord, justement, puisqu'elle, pour écrire son livre, La Maison, qui a eu je ne sais plus quel prix, finalement, s'est faite vraiment prostituée pour l'écrire. Et elle n'est pas toute jeune quand même, puisqu'elle a plus de 30 ans. Enfin, donc... Oui, mais qui parle là? Excusez-moi. Marie-Hélène Croisille. Comment? Marie-Hélène Croisille. Oui, cette personne, oui. Emma Becker, finalement, son affaire se termine un peu particulièrement, où elle dit qu'elle a du mal à s'en sortir, d'ailleurs, de la prostitution, et ça s'arrête quand elle fait un enfant. Hein? Elle fait un enfant avec un homme avec qui elle situe quelque chose d'un dialogue amoureux. Hein? Voilà. Mais au départ, c'est une étude sociologique. Voilà. Hein? Moi, je ne l'avais pas du tout, pour avoir écouté un peu comment elle en parlait, c'était plutôt une étude littéraire. Moi, j'avais compris qu'elle voulait vraiment... Au départ, oui. Au départ, c'était une étude sociologique qu'elle voulait faire. Et elle s'est rendue compte qu'il fallait en faire quelque chose d'une écriture. Une femme intelligente. Hein. Tout à fait. Voilà. Bon. Peut-être s'il n'y a plus de questions, il est à peu près l'heure à laquelle on arrête d'habitude. Là, on peut prolonger un tout petit peu si jamais il y avait encore des questions, puisque nous ne sommes pas limités par l'immeuble, mais il y a encore une question ou deux. Allez-y. Excusez-moi de déranger tout le monde. Frédéric Echel, je me suis permis d'envoyer un message privé en conversation à Madame Fourcade, parce que je voulais la solliciter. Si on avait été rudite, je serais allé la voir à la fin du séminaire pour lui poser une question. Je ne sais pas si elle a un reçu et j'aimerais bien qu'elle me réponde si c'est possible avant la fin de la session. Oui, pouvez-vous me dire votre question? Ce n'était pas vraiment une question, je voulais vous solliciter plus personnellement par rapport à une personne boulimique que je connais et avoir vos coordonnées pour pouvoir vous appeler. Je vous ai donné mon numéro de téléphone à moi.
sais pas si vous avez reçu mon message, mais je ne voulais pas déranger tout le monde non plus. Bon, ben, ça pourra se faire alors. Hein. Ok, bah, je me renseignerai pour avoir vos coordonnées. Je vous remercie. Oui. Bon, alors peut-être qu'on va pouvoir... Une question encore, non? Plein de questions. Alors, pas de questions. Alors, on va peut-être pouvoir s'arrêter pour ce soir. Nous avons le séminaire de Charles Mallemont dans 15 jours et grand séminaire de nouveau à la fin du mois de mai. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Merci Pascal. Pascal. Merci. 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 Au revoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci Pascal. Au revoir. Merci. Très intéressant. Bonsoir. Salut.